Bon les amis, ça y est, enfin, nous y sommes, jour de match, et c'est l'avant-match. Et oui, le match OM Nantes, enfin, et nous retrouvons donc ce soir, nous nous retrouvons ce soir pour le match ensemble, on le passera ensemble, j'espère qu'on passera un bon moment pour une belle victoire et un bon spectacle, je l'espère, sur le terrain, dans les tribunes, malgré les suspensions du virage nord et des fanatiques. Voilà, donc ça sera pas pour le match contre Lens, ça sera pour le match contre Nantes. Il n'y aura pas de Nantais d'ailleurs dans les tribunes olympiennes, d'ailleurs, voilà, donc... une interdiction pour les supporters nantais. Voilà, donc pour le match de ce soir, on se retrouve. Et je vous mets dans la description, pour ceux qui veulent donner de la force, n'hésitez pas à donner de la force. On se retrouve pour le match ce soir à partir de 19h45. Donc retour sur le terrain. Et on y va tout de suite. Comme ça, je vous donne les compos probables, les petits sujets croustillants ou pas, pour des focus pour la rencontre. Et mon pronostic en fin de vidéo. On y va sur quoi? L'introduction. Let's go. Et allez l'OM, retour au jeu. D'abord, je bois un petit coup. Un petit cappuccino, ça fait du bien. Donc, retour au jeu ce soir à 20h45, comme nous dit la Provence. Et c'est le plus important. Voilà, qu'on ne reste pas concentré sur tout ce qui s'est passé toute cette semaine, où ça a été sur un flux tendu toute la semaine, que ce soit la cabale médiatique à l'encontre de l'Olympique de Marseille et surtout Pablo Longoria, qui a reçu sa sanction. On va en revenir sûrement dessus ce soir dans le live, sûrement dans la vidéo, je vais en parler un petit peu. Mais on va essayer de partir sur le sportif. Allez, on y va, let's go. D'abord, un petit mot pour Longoria et la direction, parce que du côté de la commanderie, devant le centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, nous avons le soutien à Pablo, Mehdi et Fabrizio. C'était hier. Le vrai courage, c'est de persévérer malgré les obstacles. Il faut persévérer, oui, du côté de la direction. Nous aussi, on persévérera, mais on va un petit peu prendre un petit peu de recul. On va se concentrer sur le plus important, c'est de réussir à remporter les 3 points parce qu'il y a Nice qui a gagné. Et il revient au même nombre de points que nous. Donc, il faut absolument réenclencher la vitesse et ne pas rester bloqué. Donc, merci à ceux qui ont fait cette photo-là, comme Diana. Donc, merci pour cette photo. Diana, allez, on enchaîne avec une autre photo qui fait plaisir. C'est les vainqueurs du jour d'hier, bien sûr, de samedi, avec Paul Lirola, Quentin Merlin, Jonathan Rowe, et on voit qu'au milieu, il y a toujours notre Italien préféré qui n'a pas encore foulé les pelouses du Vélodrome et de la Ligue 1. C'est lui, Luis Felipe, qui n'a pour l'instant pas le physique pour jouer, comme il a dit De Zerbi à la conférence de presse. Mais il est là, il remporte les matchs à l'entraînement. Amine Gouiri, Geoffrey Delange, Luis Enrique et le dormeur par terre, Valentin Rongier. Donc belle image, et on continue avec des images avec... la photo du maillot, du dos du maillot de tous les joueurs qui porteront un nom de supporter. En hommage, comme il dit Karim Atable, match dédié au peuple bleu et blanc au sens large. Avec sur le devant du maillot le patch, peuple bleu et blanc qui sera au milieu, vous connaissez le patch. Et sur l'arrière du maillot, 20 membres tirés au sort auront leur prénom sur le maillot des 20 joueurs. Comme Selim qui sera sur le dos du maillot de Kondogbia. Comme Diego sur le dos du maillot de Benasser. Comme d'autres prénoms qui seront sur le dos de tous les joueurs. Donc une bonne initiative de la part de l'Olympique de Marseille pour respecter et pour rendre hommage à ce peuple bleu et blanc et à la Team OM. Allez, on enchaîne avec la Team OM malheureusement qui ne sera pas pleine dans le stade. Le stade n'affichera pas guichet fermé total. Il y aura une partie qui sera suspendue comme la fermeture pour un match ferme de la zone réservée au groupe Fanatics de la tribune nord au stade Vélodrome. La sanction prend effet immédiatement. Alors vous en souvenez, dans le dernier live qu'on a vécu ensemble pour voir la sanction pour Pablo Longoria, c'était mercredi à la commission de discipline. Ils avaient dit que la sanction prendrait effet à partir du 3 ou du 4, je crois, du 4 plutôt, mars. Donc c'était le match, après le match contre Nantes. Donc c'est pas pour le match contre Lens qu'il y aura la sanction des fanatiques, mais plutôt le match d'aujourd'hui. Donc de ce match OM Nantes, pas de Fanatics malheureusement. Donc force aux Fanatics et force à tous les supporters olympiens pour ce match qui se propose à nous. Allez, on enchaîne avec le match. Et d'abord, avant le match, il y aura un petit entretien exclusif du côté de Canal Football Club de Geronimo Rulli. Pour ceux qui ont Canal+, donc regardez Canal+, vous avez l'entretien avant la rencontre à mon avis. Allez, on va sur la rencontre justement et on y va sur le bilan des confrontations. 29 victoires au Vélodrome entre l'Olympique de Marseille et le Football Club de Nantes. 9 nuls et 9 victoires avec 2 joueurs qui représentent les 2 clubs. On va aller voir du côté de Nantes après quel joueur il faut vraiment se focaliser dessus, comme Mathis Sabline, attention, ou Mathias, je ne sais pas c'est quoi son prénom exactement, mais en tout cas, c'est le meilleur joueur nantais du mois de février. Il est en pleine bourre, en pleine forme. Et attention, qui sera dans un couloir, en plus, qui porte préjudice à notre défense. On va en parler dans la compo probable, les compos probables que je vais vous proposer pendant la vidéo. Donc, Mathias Sabline, attention à lui. Luis Enrique, on espère qu'il fera ce même geste-là
pourquoi pas pour la victoire en fin de rencontre. Allez, le classement et les matchs de cette 24e journée avec Monaco qui fait carton plein au Vélodrome, je veux dire, dans leur petit stade. Louis II, 3-0 avec le triplé encore une fois de Biret. Voilà, Biret qui enclenche en Ligue 1. Par contre, quand il était en Champions League, eh ben, il s'était éteint totalement. Hein. Contre le Benfica, on l'a pas vu. Mais contre les petites équipes de Ligue 1, eh ben, il marque des triplés. Et il est déjà à 10 buts en combien 5, 6, 7, 8 rencontres. C'est quand même assez énorme pour le joueur Biret. Je sais pas ce que c'est comme nationalité. Mais en tout cas, il marque son 10e but de la saison. 3-0 pour Reims qui reviennent à 3 points de l'OM. Et surtout, la victoire qui nous porte préjudice, c'est celle de Nice à Saint-Etienne qui gagne 3-1. La victoire du Havre, surprise à Lens, même pour moi, je trouve pas que c'est une surprise parce que Lens, ils sont vraiment vendus tous leurs meilleurs joueurs. Il leur reste pas beaucoup de joueurs, ils ont beaucoup de suspendus. Donc Lens, attention qui file du mauvais coton en ce moment. Ils sont un petit peu à l'abri pour l'instant de la relégation, mais ça peut aller très vite. Avec les 3 points, ça peut aller très vite pour les Lensois. Attention à vous. Et les Puputiens qui ont gagné 4 buts à 1 face à Lille. Le classement, à l'heure où je vous parle, il n'y a pas les matchs qui sont déroulés à 15h bien sûr. Et oui, il est 4h du matin exactement. Et oui, pourquoi j'ai pas fait le live au fait hier soir? C'est parce que j'étais complètement décalé. Je pouvais pas vous faire le live, j'étais complètement fracassé. Je me suis reposé, je me suis réveillé à 2h du mat. Voilà, c'est pour ça à quelle heure je vous fais la vidéo, c'est maintenant. Alors, Paris, premier, 62 points, donc 16 points d'avance désormais. Ça fait beaucoup de points d'avance. Sur l'Olympique de Marseille et Nice, 46 points chacun. La différence de but exacte, la même pour Nice, 21, plus 21 de différence de but, plus 21 pour l'OM. L'OM a marqué 50 buts, c'est pour ça que l'OM est devant, voilà, par rapport aux Niçois qui ont marqué que 49 buts, mais ils en ont encaissé un de moins. Donc il faudra réenclencher pour mettre un petit écart avec les Niçois. Les Monégasques qui sont maintenant à 3 points. Et les Lillois, ben, avec leur défaite contre Lille, on peut les mettre, si on gagne, à 8 points. Donc ça serait intéressant de faire le creux, à creuser un trou avec les Lillois qu'on va affronter dans la fin de saison, n'oubliez pas. Et en plus du côté du stade Pierre-Mauroy. Du côté des Lyonnais, ils sont toujours à 10 points. Et après, bon, vous regardez le classement. Du côté des Nantais, vous les avez là, ils sont 14e. Les matchs à l'extérieur, je vous les montre assez rapidement pour les Nantais, pour voir un petit peu si c'est une équipe forte à l'extérieur. Extérieur, on y va dessus. Les Nantais sont 14e du championnat à l'extérieur en 12 rencontres. 2 victoires à peine, 5 nuls, 5 défaites. Moins 11, 14 buts marqués, 25 encaissés. Ils encaissent beaucoup de buts à l'extérieur, les Nantais. Donc ça fait plus de 2 buts encaissés par match. Sur 12 matchs, 25, ça fait plus de 2. Et ils ont gagné quand même lors du mois de février à l'extérieur à Reims. 2 buts à 1. C'est leur dernière victoire qui remonte à peine un mois pile. Voilà donc pour les Nantais à l'extérieur. Allez, on enchaîne avec les sujets précis, pas précis, mais en tout cas, ça va être par rapport à la conférence de presse. Je vous lis un petit truc, on est sur un sujet et je vous donne mon avis dessus. Allez, on y va, let's go. Des fois, on pense trop au jeu, nous dit De Zerbi. C'était lors de la conférence de presse avant-hier. Au cours des 3 derniers mois, nous avons eu la méchanceté sportive que je demande. Cette envie de jouer avec et sans ballon. On l'a vu plusieurs fois, notamment contre Lyon, Saint-Etienne. Des fois, par contre, je rajouterai par contre, on pense trop au jeu. Et on ne pense pas suffisamment à la chose la plus importante dans le football, c'est le mental. Voilà, c'est par le mental, tu peux faire la différence par moment. Peut-être que tu peux te tromper dans tes gestes, mais il faut forcer la décision. C'est ce qu'il veut dire. Peut-être au lieu d'écouter que le coach, il voudrait peut-être que parfois, ils utilisent un petit peu leurs neurones et qui tentent des choses. Avec le mental, ça peut réussir. Et en pleine confiance, si tu réussis, eh ben, ça sera imbriqué et ça fera des victoires. Voilà. C'est peut-être pour ça que du côté d'Auxerre, on s'était peut-être senti trop à l'aise par rapport au jeu des Auxerrois qui nous a posé de soucis finalement. Et en transition rapide, ils nous ont bien contré, bien efficacement et finalement ils nous ont fracassé au match aller comme le match retour. Donc il faudra un petit peu jouer par le mental. Quand on n'y arrive pas à trouver la solution par le jeu, comme on le met avec De Zerbi en place, et ben par le mental, et ben tu peux contourner la chose. Du style faire des fautes au bon moment, te placer au bon moment, arrêter le jeu, si là, vous voyez plein de choses comme ça. Tout ça par le mental et c'est très important. On enchaîne avec l'avis sur Rongier. Et oui, Rongier, depuis que Benasser est là, il ne joue pas. On va voir ce que nous dit De Zerbi. La concurrence Benasser versus Rongier. Rongier est un joueur très important. Vous savez, quand on est à ma place, il faut faire des choix. Benasser est arrivé et a très bien joué. Oui, le premier match qu'il joue à Angers, il est énorme. Certes, c'est à Angers, mais il est quand même assez énorme. Le match à Saint-Etienne à domicile, on gagne facilement. Mais lui, c'est pas le meilleur. Il fait un bon match quand même. Un bon, voire très bon. Mais c'est pas le même match qu'à Angers. Pas autant présent et important dans le jeu. Et sur le 3e match à Auxerre, ben, un petit peu comme tout le monde, il s'est effacé. Et on l'a pas assez vu prendre ses responsabilités, peut-être comme on aurait dû le voir. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué, notamment en raison d'une blessure qu'il a éloigné des terrains pendant presque toute la première partie de la saison. Pour que Benasser, ils ne sont pas trompés dans le nom de Benasser, ils ont mis 2 S. Ils ont mis 2 S, bon bref. Pour que Benasser retrouve son meilleur niveau, il faut le faire jouer. Cela passe par là, qu'il reprenne le rythme.
Ça sera comme Moumania quand il reviendra à blessure, comme tous les joueurs, comme Pogba quand vous voulez le voir, eh ben, il faudra qu'il reprenne le rythme, c'est pareil. Mais là c'est Bennacer, on s'intéresse qu'à Bennacer. Mais je n'ai absolument pas oublié Rongier, il reste un joueur très fort. Je pense que Bennacer est également un joueur du même niveau. Et si nous voulons être compétitifs, il est indispensable, d'avoir plusieurs joueurs de qualité, comme Højbjerg, comme Bennacer, comme Rabiot. Tous ces joueurs-là, c'est des joueurs de très grosse qualité. Voilà, donc il veut de la concurrence au très haut niveau, et c'est impressionnant. C'est important d'avoir des joueurs comme Rongier, peu importe si c'est sur le banc, ou Bennacer sur le banc, le meilleur jouera. C'est la méritocratie, comme il avait dit plusieurs fois, de Zerbi. Donc si à l'entraînement, Bennacer n'a pas montré la même forme qu'il avait montré lors de ses premières minutes avec le match face à Angers, peut-être que ça sera Rongier qui sera titulaire. On verra les compos tout à l'heure. Du côté de Rongier, je vous pose une question. Voilà, un petit focus. Voilà, c'est une petite question que je vous pose. Comme ça, j'en ferai de temps en temps quand on parle d'un joueur avec les réponses de Zerbi. Mais je vous demande, parce que je vois beaucoup dans les réseaux, beaucoup parlent de Rongier, pourquoi pas le mettre en défense. Avec cette défense à 3 qu'on a mis depuis, pas le début de saison, mais la mi-saison, depuis le match face à Auxerre au match aller. Donc Rongier, vu qu'il n'a pas sa place de titulaire actuellement et que Bennacer est titulaire, pourquoi pas le passer en défense? Alors moi, je ne serai pas pour, mais je vous demande à vous, répondez dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de cette question? Doit-on mettre Rongier en défense? Alors, je ne vous dis pas à gauche, à droite, au milieu, peu importe. Les défenses, à 3 derrière, choisissez votre poste. Si vous voulez mettre à la place de Balerdi à droite ou à gauche, peu importe. Ou Rongier à droite à la place de Murillo, Murillo à gauche, peu importe. Dites-moi si vous voulez voir Rongier en défense. Ou alors au milieu de terrain, comme je veux. Moi, absolument que au milieu de terrain. Allez, on enchaîne donc avec un autre sujet, celui de Greenwood. Et oui, et Kondogbia nous répond, un souci sur Greenwood? Non, pas du tout. Très peu de joueurs peuvent être joueurs clés sur une saison entière. On est exigeant avec les joueurs créatifs et les joueurs d'instinct. On a besoin de lui et de ses qualités. Il est très calme, c'est sa nature. Je suis convaincu qu'il va continuer de nous aider jusqu'à la fin de la saison. Et oui, il faut compter sur lui, c'est notre meilleur buteur. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est notre facteur déclencheur du talent à l'état pur qui peut, par un dribble, par une frappe de loin, que ce soit du pied droit, du pied gauche, peut nous débloquer une situation. Donc il faut absolument compter sur lui, sur le terrain, j'ai envie de vous dire. Mais j'ai une question à vous poser là-dessus et on la verra après. D'abord avec De Zerbi qui nous répond sur Greenwood aussi. Et qu'est-ce qu'il nous dit De Zerbi? C'est une valeur ajoutée pour nous. Il est en train de faire de bonnes choses. Il ne faut pas qu'il se contente de ce qu'il fait. Il doit faire toujours plus. Il a des qualités techniques et morales. C'est un garçon intelligent. Son père l'accompagne dans sa carrière. C'est un peu la même réponse qu'il a depuis le début de saison. Son père l'accompagne dans sa carrière. Son père l'accompagne dans sa carrière. Je m'en fous. Je m'en fous de ça, moi. Moi, c'est le joueur sur le terrain qui m'intéresse. Je m'en fous de sa vie extrasportive, comme les histoires extrasportives qu'il a eues dans son passé. Sur le terrain, pour l'instant, de ce qu'on voit, c'est vrai qu'il y a des choses qui me dérangent. Là, sur les derniers matchs qui se sont déroulés, et bon, on va dire qu'on a de la chance d'avoir gagné contre Saint-Etienne, contre Angers, ici et là, parce que sur le terrain, il n'était pas oufissime. Et c'était pas voilà, donc c'était pas la panacée de mettre que des pénaltys en plus. Certains vont dire, ouais, c'est un mec qui marque des pénaltys. Eh ben, ils ont pas tort en ce moment. C'est pas oufissime de Greenwood. Alors, il n'a pas la réussite, mais je vais vous poser quand même une question. Alors, peut-on se passer de Mason Greenwood? C'est la question que je vous demande sur le focus Greenwood. Qu'est-ce que vous en pensez? Il a marqué 15 buts et 3 passes D sur 25 matchs, toutes compétitions confondues, depuis le début de saison. Comme je vous l'ai dit, c'est notre meilleur buteur, notre meilleur starter. Donc pour moi, il faut le laisser sur le terrain. Il faut attendre que ça se débloque. Encore un peu de temps. Voilà, encore un peu de temps. Je vais vous dire, si ça dure 2, 3, 4, 5 rencontres encore, peut-être que là, à ce moment-là, faire un changement et lui faire comprendre que c'est pas parce que c'est notre meilleur buteur qu'il doit absolument jouer titulaire et je mettrai un autre joueur à sa place. Et je vais vous dire après qui je mettrai parce que j'ai une petite question sur un autre joueur qui ne joue plus actuellement et vous allez voir tout à l'heure. Donc, donnez-moi votre réponse dans les commentaires pour Mason Greenwood. Allez, j'enchaîne. Tout le monde peut aider l'arbitre. On va parler un peu d'arbitrage. On revient sans parler de la polémique. Hein. Juste sur l'arbitrage. Les joueurs doivent-ils être plus fair-play? C'est une bonne question, nous dit Geoffrey Kondogbia. C'est une question de jugement. Je ne suis pas dans la peau de tous les joueurs. Pour ma part, je pense que ça fait partie du jeu de demander un rouge si on pense que ça mérite un rouge. Et oui, chaque joueur a sa façon d'être et de penser. Le fair play, c'est aussi de l'apaisement. Si on veut aider l'arbitre, les joueurs peuvent le faire. Mais les coachs, la presse aussi, tout le monde peut aider l'arbitre. Comme à la VAR, par exemple. N'est-ce pas? Donc la réponse de Kondogbia. Et maintenant, voyons la réponse de Zerbi. Ça va être beaucoup plus long. Alors je bois un petit peu. Alors, il commence par nous dire « Je ne parlerai plus d'arbitre ». Mais finalement, il va en parler encore après, vous allez voir. « Je ne parlerai plus des arbitres jusqu'à la fin de mon passage ici. » Alors, ce qui veut dire, c'est que
Après la rencontre, je pense pas qu'il va essayer d'en parler. Voilà, à moins qu'il y ait grosse dinguerie, parce que je pense qu'il pourra pas se retenir. La suspension de Longoria, je suis toujours proche des personnes de ma famille. Ils font partie de ma famille, comme mes joueurs et toutes les personnes de ce club. C'est la dernière fois que je veux parler des arbitres jusqu'à la fin de mon aventure à l'OM. Et moi aussi, ça me pèse en ce moment. Alors, je vais en reparler, vous inquiétez pas. S'il y a une dinguerie, j'en reparlerai. Mais je vais pas m'attarder sur toutes les choses que je vois dans les réseaux. Ils appuient sur les trucs pointueux. Je vais préparer une vidéo pour les puputiennes. Ils l'attendent. Mais je vais leur faire bien comme il faut. Mais pour l'arbitrage, on verra en fin de saison comment ça va se dérouler. On espère déjà terminer dans les 2-3 premiers. Déjà, c'est le plus important. Et après l'arbitrage, maintenant, on le sait très bien ce qui s'est passé. Des menaces ont été faites à l'arbitre. Ses pneus ont été crevés. J'en suis désolé. J'exprime toute ma solidarité à ses proches. Ça, c'est vrai, faut pas non plus tomber dans ces choses-là, la violence et toutes les menaces ici et là. Je parle pas des supporters, je parle en général, c'est peut-être même pas des supporters. Tout ce que j'ai dit après le match, je le confirme, je crois en la bonne foi des arbitres, mais selon moi, l'arbitrage n'a pas été serein. Il y a eu des erreurs éclatantes. On n'a pas perdu à cause de lui, mais son rôle a été déterminant. Comme l'opérateur vidéo, il est déterminant dans les choix des images, des ralentis, des vidéos. Et oui, il marque quand même, par le fait de donner ces images qu'il veut. J'ai décidé de venir à l'OM car c'est mon caractère. L'OM sera la dernière équipe que j'entraînerai en France. Ça c'est fort quand même. Tout ce que j'ai dit, je le répète. Je dis toujours ce que je pense avec respect. S'il faut dire les choses en étant soumis, ça ne m'appartient pas. Je ne parlerai plus des arbitres jusqu'à la fin de mon passage ici. Je crois en la bonne foi des arbitres, mais ils nous ont pénalisés à plusieurs reprises. Donc il a dit ce qu'il avait sur le cœur. Voilà, les arbitres nous ont pénalisés, ils nous ont défavorisés par moments. Comme je vous l'ai dit, la dinguerie contre Nice, la dinguerie contre Lyon, la dinguerie contre Angers, les dingueries à droite à gauche, contre Lille, contre Strasbourg. Il y en a eu pas mal quand même. Il y en a eu pas mal. Le match d'Auxerre, je l'ai dit, je peux même l'oublier si vous voulez. Pour ceux qui disent, ouais, vous êtes trop à dire, il y avait faute, il n'y avait pas de carton sur Cornelius alors qu'il y avait faute. Ok, on abandonne ce match-là. Regardons les autres matchs avant et voyons quand même toutes les dingueries qu'il y a eu. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il y ait autant de dingueries contre l'OM? Alors, je ne parle pas que de l'OM. Comme je vous l'ai dit, moi, pour tous ceux qui tombent là, il y a aussi les autres clubs qui sont concernés. Mais moi, je parle que de mon club. Je m'en fous des autres clubs. Voilà, je ne m'intéresse pas aux autres clubs qui sont grugés par l'arbitrage. Vous avez qu'à vous concentrer sur votre club et à vous plaindre aussi. Si vous ne vous plaignez pas, restez dans votre coin. Voilà. Et venez pas me faire chier, tout simplement. Tout simplement. Allez, j'enchaîne. Paf. Pas le moment de parler ou de penser aux arbitres. Vous voyez, il continue. Est-ce que je parle d'arbitrage avec mes joueurs? Là, c'est ce qui concerne en interne. Ce que je vous avais dit, moi, ce qui me pose problème, c'est que ça parle trop dans les vestiaires et s'il a de l'arbitre que ça râle au lieu de se concentrer sur le sportif. Et là, il va nous répondre de Zerbi. Il dit finalement qu'il en parle, mais par contre, qu'il va changer un petit peu la donne. Est-ce que je parle d'arbitrage avec mes joueurs? J'en parle avec eux, car je suis un livre ouvert. Je parle avec eux comme je parle avec vous ou ma famille. J'en ai parlé avec mes joueurs mardi. Je leur ai dit de ne plus parler de l'arbitrage, de ne plus faire le geste du VAR, de penser au match pendant 90 minutes. Et c'est ce que j'ai envie qu'il se passe. Qu'on écrase l'adversaire par le sportif. On a vraiment la qualité pour faire la différence. Il y a une équipe qui est au-dessus de tout le monde dans cette Ligue 1. On le sait très bien, c'est les Puputiens. De manière frauduleuse depuis 15 ans pratiquement. Voilà, je dis pas cette année, mais toutes les années avant. Tout ça a été construit depuis longtemps, on va dire. Donc voilà, donc on va se concentrer maintenant sur le sportif. Sur le sportif, rien que sur le sportif. L'idée, c'est que chacun fasse ce qu'il a à faire. On a un objectif très important qui est de ramener l'OM en Ligue des Champions. Il faut se souvenir que pour l'instant, on n'y est pas. Alors, on avait un avantage il n'y a pas si longtemps. Regardez bien que comme ça s'est resserré. Avec ces 3 points, ça va très vite. Il suffit de faire 2 matchs à l'envers et regardez bien que les Niçois sont à un autre hauteur. Les Monégasques sont à 3 points. Et attention que derrière, ça ne revienne pas si on fait des dingueries maintenant. On a un objectif très important qui est de ramener en Ligue des Champions l'OM. Il faut que rien ne nous éloigne de cet objectif. Ce n'est pas le moment de parler ou de penser aux arbitres. Concentrons-nous sur les prestations sur le terrain. C'est par le terrain qu'on gagnera notre place au 2e ou 3e. Parce que la première, maintenant, c'est compliqué. Trop compliqué pour nous. Impossible. J'enchaîne maintenant avec la petite boutade. Enfin, je trouve que c'est un petit peu limite. Voilà, je sais pas s'il y aurait pas une sanction qui va tomber. Parce que vu comment on est visé, on est dans l'œil du... l'œil de Moscou? Non. Justement, l'œil de Moscou. C'est bon, bref. J'ai entendu cette semaine Trump dire que la Russie n'avait pas envahi l'Ukraine, mais j'y étais et j'ai pourtant vu ce qui s'était vraiment passé. C'est pareil pour l'arbitrage, nous dit Roberto De Zerbi. Voilà, il a fait une petite comparaison entre l'arbitrage et ce qui se passe du côté de la guerre en Ukraine. Bon, c'est pas une comparaison à voir parce que la guerre et le football, c'est autre chose. Voilà, c'est pas vraiment une belle comparaison pour ma part, mais c'est pour faire vraiment comprendre. Voilà, une belle comparaison. Allez, on enchaîne. Roberto De Zerbi fait partie des cibles du Milan AC pour succéder à Sergio Conceição selon Gazzetta dello Sport. Alors pour démentir à cela, il a dit dans la conférence de presse, je compte rester même
3 ou 4 ans ici. Je me sens très bien et je n'ai aucune envie de partir, rassurez-vous. Voilà, au moins on est rassuré, il ne partira pas en fin de saison. Et il l'a dit, hein, voilà, moi je dis la vérité, tout ce qu'il y a dans mon cœur, je le dis directement. Donc ça serait vraiment un faux cul en fin de saison de partir. À moins qu'il y ait des dingueries, comme je vous l'ai dit. S'il n'y a pas de dinguerie, il doit rester à l'OM. T'as compris, Roberto? Allez, maintenant, on enchaîne avec un autre joueur peut-être. Non, d'abord, l'arbitrage. Allez, un dernier mot sur l'arbitrage. Stéphanie Frappart qui nous arbitrera. Donc, elle nous a arbitré par 12 fois dans son histoire, dans sa carrière, pour 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Plutôt positif comme bilan. Avec 22 buts marqués de l'OM, 8 encaissés par l'OM, 24 cartons jaunes pour les adversaires, 22 pour l'OM, 1 de chaque en carton rouge. Le dernier match, c'était à Toulouse, avec la dinguerie en fin de match de Rouly pour le but encaissé. 3 buts à 1, et voilà pour le ratio qui est plutôt positif. Stéphanie Frappart, c'est pas une arbitre qui nous a posé souci, je crois. N'hésitez pas à me dire si vous avez une dinguerie en tête. Mais pour ma part, c'est une bonne arbitre. Même s'il y a un problème, toujours, c'est qu'elle est portée plainte. Elle veut porter plainte contre Longoria. Donc pour l'instant, je sais pas où on en est de cette plainte. Parce que pour moi, cette plainte, elle n'a pas lieu d'être. Voilà, comme Longoria, il a visé aucunement les arbitres. Il a dit tout corrompu. Il n'a pas dit arbitre corrompu. Il a dit Ligue 1 de merde. Il n'a pas dit arbitre de merde. Donc les arbitres, je sais pas ce que vous allez dire. Il a dit corrompu. Ah mais c'est pas vous qui êtes corrompu, il a dit tout corrompu. Il n'y a pas marqué arbitre. Donc c'est compliqué. On verra bien ça dans le futur, j'en reparle plus et j'enchaîne. Le groupe doit réagir. La réaction sur le terrain, comme j'ai dit. Comme des hommes forts qu'ils sont. Le groupe doit réagir comme des hommes forts qu'ils sont, nous dit De Zerbi, des joueurs habitués à la pression et aux responsabilités. Il ne faut pas se laisser affecter. À Auxerre, on a perdu principalement parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire. On a fait une bonne saison jusqu'ici. Il faut maintenant mettre les dernières briques. Il faut réenclencher la vitesse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec Ramos qui va nous aider pour les prochaines semaines. Et Luis Felipe qu'on a vu, voilà, un des meilleurs joueurs en ce moment, mais à l'entraînement, pas sur le terrain. Luis Felipe Ramos, c'est quelqu'un de très disponible. Il s'est tout de suite fondu dans la masse. D'ailleurs, il est là, hein, Luis Felipe, si vous ne voyez pas, il est là. Tout de suite fondu dans la masse par sa personnalité. Il est très souriant et disponible au niveau foot. Il a beaucoup d'expérience et est très à l'aise avec le ballon. Il a aussi les notions tactiques. Je suis convaincu qu'il va nous aider pour les prochaines semaines. Ça fait un mois qu'on l'entend, hein, cette phrase-là. Je suis sûr et convaincu qu'il va nous aider dans les prochaines semaines. C'est ce qu'avait dit mot pour mot pratiquement Rabiot. Je sais pas si vous vous souvenez. Voilà, bon, on va attendre de voir. On va être patient. Voilà, on va être patient. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il sera là pour le match contre Lens? Dites-moi. Allez, dites-moi dans les commentaires. Est-ce que vous voyez Luis Felipe Ramos être là contre Lens? Parce que là, normalement, ce soir, il sera pas encore là. Allez, on enchaîne. C'est Kondogbia qui jouera face à Nantes. Et oui, parce que Luis Felipe n'est pas apte. Quel joueur aligné au poste de central gauche face à Nantes? Luis Felipe a repris hier ou avant-hier l'entraînement total avec le groupe. Il n'est pas encore prêt à jouer. C'est Kondogbia qui jouera. Au moins, on sait avec quelle défense on va partir, puisque ça sera Kondogbia à gauche, vu que Cornelius est suspendu, Balerdi dans l'axe et Murillo à droite. Voilà, au moins vous avez la défense. Voilà. Et maintenant, on va enchaîner sur les compos. Juste avant les compos, un petit mot sur les absences avec Faris Moumania, bien sûr, qui est en réathlétisation en ce moment terrain. Donc, on devrait probablement le revoir avant la fin de saison d'ici peut-être le mois d'avril. Voilà, peut-être. Voilà, mois d'avril. Gaël Lafont, opéré d'une fracture du 5e métatarse du pied gauche. Et Bilal Nadir, pas opéré, comme il a dit Karim Attab, il s'est trompé, mais plutôt absent, état grippal. Ouais, il y a une autre absence, c'est aussi Robinho Vaz, si je me trompe pas, et peut-être Alexis Koum, je crois. Après, bon, je parle pas de toutes les effectifs des jeunes ici et là, mais les plus importants, voilà, donc je les ai cités. Donc Bilal Nadir n'est pas là, état grippal. Faris Moumania, vous le savez, et sinon, il n'y a pas d'autre absence, mis à part Cornelius, suspendu de son carton rouge. Voilà pour les absences. Maintenant, partons sur les compos. Les compos probables selon l'équipe. Vous avez la compo ici. Je vais vous l'agrandir. D'abord, je vous lis le texte que j'ai écrit. Donc, il y a le retour de Balerdi en capitaine. Vous le voyez, numéro 5. Dans l'axe de la défense, comme annoncé par Roberto De Zerbi, je viens l'annoncer, Kondogbia prend la place de Cornelius. Le reste de la compo ne bouge pas. Selon les deux médias, que ce soit la Provence ou l'équipe, c'est la même compo. Moi, je rajouterai à découvrir ce soir les choix de De Zerbi parce que l'équipe peut dire ce qu'ils veulent, la Provence peut dire ce qu'ils veulent, tous les insiders peuvent dire ce qu'ils veulent. Le plus important, c'est le choix de De Zerbi. Lui, dans sa tête, il sait ce qu'il va mettre. S'il a envie de mettre Dedic à la place de Merlin, il peut mettre Dedic à la place de Merlin. Voilà, tout le monde va dire pourquoi il met encore Merlin et tout maintenant. Ça commence à m'énerver, c'est bené dans les réseaux. Alors, je dis pas à tout le monde, mais prenez votre temps. Le seul qui a vraiment la compo, c'est pas l'équipe, ni la Provence, ni les insiders, c'est De Zerbi. Dans sa tête, il sait qu'il va mettre. S'il faut, Merlin, demain, il joue pas. Enfin, ce soir, il joue pas. S'il faut, Guiri, il est remplaçant. Parce que ça peut tourner aussi. Mopé a le droit de jouer. S'il faut, Rongier va jouer à la place de Benasser ou de Højbjerg. Alors moi, je dirais plutôt à la place de Benasser. D'ailleurs, ils se sont trompés l'équipe. Ils ont mis Højbjerg à droite, dans le milieu de terrain, regardez bien, alors qu'il joue à gauche. Bon, vous voyez, l'équipe, ils sont pas au point, hein, franchement.
Ils ont beau bien écrire parfois des articles, bien parfois, hein, je dis pas tout le temps, mais parfois, tactiquement parlant, ils s'y connaissent à rien. Allez, on enchaîne. Justement, les compos, je vous les montre, et celle de la Provence, vous l'avez là sous les yeux, avec la même que vous voyez du côté de l'équipe, celle de Murillo, Balerdi, Kondogbia en défense, Bennacer, là ils l'ont mis du bon côté du côté de la Provence, Højbjerg, Merlin, Henrique, Greenwood, Rabiot et Guiri. Du côté, j'ai oublié de vous montrer, du côté des Nantais, voilà, parce que c'est nos adversaires, je vais vous la mettre en plus gros. Voilà, du côté des adversaires, nous avons Anthony Lopez. Est-ce que vous aimez Anthony Lopez? Vous vous en souvenez? C'est le gardien de Lyon, anciennement le Lyon. Voilà, le fameux kamikaze. En défense, nous avons une défense à 5. Voilà, selon l'équipe. Alors, dernièrement, ils ont joué à 4 contre d'autres équipes plus faibles. Maintenant, est-ce qu'ils vont pas mettre un rideau de 5 derrière? On peut le penser. Comme ils le disent l'équipe, je pense qu'on va se partir sur un 5 derrière. Avec Marcus Coco à droite, l'ancien joueur de Guingamp, si je me trompe pas, qui était lié à l'époque. Amiens qui revient d'une grosse blessure depuis quelques mois, je crois, si je me trompe pas. Il avait une énorme blessure, il me semble. Il y avait un souci, lui. Palois. Lui, par contre, Palois, ça nous fait plaisir à chaque fois, le gendarme de Nantes. À chaque fois, je crois qu'il marque un but contre son camp, on fait une erreur ici et là. Donc, on va attendre qu'il fasse son erreur dans le match. Castelletto en défense. Seydouso, l'ancien Stéphanois, pour la défense à 5. Le milieu de terrain, nous aurons Le Penant, ancien lyonnais. Douglas Augusto, en très grande forme en ce moment. Attention à lui, au Brésilien. Chirivella qui revient d'une petite blessure, le capitaine nantais. Ablin en très grande forme et Simon en très bonne forme aussi. Donc attention aux 2 pointes de devant. Si ça joue dans ce système-là, ça peut aller très vite. Alors ça peut se chambouler, ça peut être un 4-3-3 comme dernièrement, comme ils ont joué contre Lens, avec la victoire 3-1 du côté de la Beaujoire. Mais là, vu qu'ils sont à l'extérieur au Vélodrome, ils vont sûrement subir, ils vont sûrement mettre une ligne de 5, ligne de 3 milieux et 2 attaquants devant. On peut le penser. Après, si c'est en 4-3-3, ça sera Ablin à droite, Simon à gauche et Mostafa Mohamed qui ira dans l'axe en titulaire, en numéro 9. Donc ça sera Ablin face à Merlin, comme j'en ai parlé, et je vais en parler quand je vais faire les joueurs à viser. Et Simon à gauche face à Murillo, je suis un peu plus rassuré. Mais on va voir ça tout à l'heure dans les joueurs à viser. Allez, du côté de l'OM, la compo en plus gros, les autres compos que je vous propose, il y a celle-ci aussi, parce que là j'ai mis Merlin titulaire par rapport à l'équipe et la Provence, mais on peut penser aussi à Dedic. Voilà ce que ça donnerait avec Dedic en titulaire, la même défense, le même milieu, avec Højbjerg, Bennacer, Rabiot, Greenwood, Guiri. Voilà, on peut penser à mettre, si vous voulez m'OP, avec Jonathan Rowe, pourquoi pas avoir une chance, hein, un jour ou l'autre peut-être. Mais je pense qu'on va partir sur ça, avec Merlin ou Dedic à gauche. Là, c'est le premier doute sur un des 2 joueurs que j'ai cité tout à l'heure. Ensuite, il y a le deuxième doute, et je laisse Dedic titulaire, avec Valentin Rongier qui prendrait la place de Bennacer, plutôt que Højbjerg. Pourquoi plutôt qu'Højbjerg? Parce que Bennacer, il revient de blessure, comme il a dit, De Zerbi. On peut extrapoler sa parole à De Zerbi de façon qu'ils disent il faut qu'il reprenne le rythme. Alors s'il veut reprendre le rythme, peut-être qu'il peut être sur le banc et rentrer en deuxième mi-temps. Peut-être, ça peut aller dans ce sens-là aussi. Rongier est très important. Donc on pourrait voir aussi cette compo-là. Dedic titulaire, Rongier titulaire, Merlin titulaire, Rongier titulaire, Merlin titulaire, Bennacer titulaire, Dedic titulaire. Ouais, on peut avoir tous les systèmes, tous les sens que vous voulez. La défense, ça ne bougera pas. Je pense que les autres postes, ça ne bougera pas. Je pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, on enchaîne avec un joueur que j'avais envie de vous parler. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un joueur qui joue pas beaucoup en ce moment, même depuis très longtemps. C'est Amin Harit. Et oui, Amin Harit ne joue pas depuis le match contre Paris en octobre. Ça fait quand même un bon moment. Il y a une blessure au mollet. Alors au début, c'était une vraie blessure. Ensuite, c'était une blessure diplomatique avec la période mercato. Je pense que c'était plus diplomatique qu'autre chose parce que la fin du mercato, le lendemain, il était à l'entraînement. Voilà, on va pas être dupe non plus. Donc, doit-on relancer Amin Harit? Je vous pose. C'est cette question que je vous pose. N'hésitez pas à répondre à toutes les questions que je vous pose maintenant. Je vais le faire comme ça en avant-match, quand je serai tout seul. Quand je serai avec quelqu'un, parce que malheureusement, je devais être avec un Nantais, bah, ils n'étaient pas là disponibles. Ils étaient disponibles que demain. Enfin, dimanche dans la journée, je peux pas. Demain dans la journée jusqu'au soir, je peux pas. Donc, prochainement, quand j'essaierai d'avoir une personne, je ferai peut-être en vidéo, parce qu'en live, c'est compliqué. Donc, je vous pose la question. Doit-on relancer Amin Harit? Et si on relance Harit, est-ce qu'on reste dans le même système? Parce que c'est une question supplémentaire. Alors, je vous la montre derrière. Et regardez bien aussi les stats. Parce que tout le monde parle d'Amin Harit, qu'il avait fait un mauvais début de saison. Mais en termes de stats, certes, sur la première rencontre, il a déjà fait pas mal de stats. Mais même sur 9 matchs, à peine 479 minutes, c'était plutôt un bon ratio pour un Amin Harit qui n'a pas l'habitude d'avoir des stats. Je trouve qu'on avait un bon début de saison d'Amin Harit. Mis à part son carton rouge contre Paris, on peut lui en vouloir. On l'a plus revu derrière. Alors, je ne comprendrais pas les critiques à l'encontre d'Amin Harit maintenant. Dans le système qu'on a là actuellement, on l'a pas encore vu. On l'a pas encore vu dans le système actuel. Donc pourquoi pas dans le système actuel de 3-4-2-1 comme on a vu la compo avant. Mais aussi, il y a une question qui a été posée pendant la conférence de presse. Je vous l'ai posée dans mon petit sondage et en petit short sur la vidéo que je vous ai faite sur la chaîne.
un changement de système. Et oui, on verra l'an prochain, nous a répondu De Zerbi. Alors, normalement, sauf retournement de situation, sauf dinguerie, De Zerbi ne changera pas son système de jeu jusqu'à la fin de saison. Mais on ne sait jamais. Si ça se déroule mal, si ça se passe mal, pourquoi pas un changement de système et un retour d'Amin Harit qui rentrerait dans le 4-2-3-1. Retour au 4-2-3-1 la saison prochaine? C'est une bonne question, nous dit De Zerbi. Car au niveau des latéraux, on a Merlin, des côtés, et Enrique, de l'autre côté. Mais aussi Dedic, Lirola ou encore Garcia. Des joueurs qui n'ont pas des qualités en 1 contre 1, mis à part Luis Enrique. Il parle en 1 contre 1 offensif, hein, je pense. Je pense pour le piston, ils veulent dire. Face à des équipes fermées comme Auxerre, tu as besoin de joueurs capables de passer l'homme. Peu importe le système, je veux que l'on joue au football. Je veux que les ballons aillent vers les couloirs. On a changé par nécessité, car je pense que Rabiot s'exprime mieux plus haut. Donc, De Zerbi voit Rabiot plus haut, mieux s'exprimer. Alors moi, je vais dire, Rabiot s'exprimer mieux là où il veut. Parce que c'est vraiment un joueur libre. Hein. Si on regarde bien sa moyenne de position dans tous les matchs, c'est jamais la même. C'est un coup plus haut, un coup plus bas. Il joue où il veut en fait. C'est un joueur très libre au milieu de terrain. Je parle de Rabiot. S'exprime mieux plus haut pour De Zerbi. Hojbjerg, c'est un milieu défensif. Avec un joueur avec lui comme Rongier et Benasser. Greenwood défend peu dans le couloir. Ça, c'est vrai. Je l'avais combien de fois fustigé envers Greenwood quand il lève les bras et qu'il fait pas les efforts au bout d'un moment. Voilà. Donc il défend peu et c'est pour ça qu'il veut pas le mettre sur le couloir parce que si il est sur le couloir qu'il défend peu, il va pas aider son latéral quand il va monter et c'est problématique. Alors qu'Enrique de l'autre côté, il l'aide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la différence. Et il a besoin d'être plus près du but. Donc c'est pour ça que Greenwood est plus près du but. Il est presque comme un deuxième attaquant, un cran reculé. Voilà, il joue un peu libre. De façon, en fait, Rabiot, c'est joueur libre au milieu de terrain où il est plus vers le bas, axé vers la défense, récupération, création un peu de jeu, comme ça. Alors que Greenwood, c'est plus offensif et pas trop défendre. Vous voyez, c'est la zone haute. Rabiot, c'est un peu la zone basse, parfois haute parce qu'il peut apporter aussi offensivement. Mais Greenwood, c'est plutôt que haute. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez compris, mais je l'expliquerai demain. Ce soir, ensemble, on va l'expliquer. Greenwood défend peu dans le couloir et il a besoin d'être plus près du but. On a trouvé un système qui est le mieux adapté à notre effectif. On verra l'an prochain. J'aimerais avoir la possibilité de jouer avec des latéraux aptes dans le 1 contre 1. Voilà pour quelle raison De Zerbi ne change pas de système actuellement. Et parce que ça a fonctionné bien jusqu'à présent. Mais je vous dis que si ça fonctionne plus d'ici 1, 2, 3 matchs, je pense qu'il va revoir ses plans. Il va revoir ses plans et on pourrait revoir le 4-2-3-1 assez vite. Voilà, ça, c'est mon idée. Après, je pense que là, il dit la vérité. Mais si ça ne réussit pas sur les prochaines rencontres, j'espère pas, je touche du bois. J'espère qu'on éclate les Nantais, qu'on éclate les Pipiou. Mais imaginons des dingueries, on fait match nul. Et 2 points de perdu, c'est beaucoup. Match nul, on n'a plus qu'un point d'avance sur Nice. Et pareil contre Lens, on ne gagne pas. Après, il y a Paris. Ça va être compliqué. Là, il y a un enchaînement qui peut être très compliqué. Donc, à ce moment-là, attention qu'il n'y ait pas un changement de système. Et pourquoi pas le retour de Amin Harit. Allez, n'hésitez pas à répondre sur les questions que je vous pose à chaque fois par les images. Allez, on enchaîne avec les adversaires. Avec l'adversaire que je déteste. Voilà, ce coach-là, je le déteste. Le con de Boiré, le con bourré, comme il a dit, je sais plus qui, sur les réseaux, j'ai vu ça. On sait que l'OM, c'est un match très difficile. Mais on a envie de créer une surprise. Je ne veux pas voir mon équipe passer 90 minutes à ne faire que défendre. Je veux voir Rouli faire des arrêts et à se sentir en difficulté. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai mis en jaune. Je ne veux pas voir mon équipe passer 90 minutes à ne faire que défendre. C'est parce qu'il a l'habitude de jouer comme ça. Comboiré, c'est pas un coach qui révolutionne le football. Enfin, c'est pas du football total. C'est vraiment du football de dégueulasse à la Ligue 1 totale. Voilà. Plutôt dans ce sens-là. C'est-à-dire, quand il y a une grosse équipe en face, c'est ligne très basse, 2 lignes, 3 lignes. Voilà, le mur de, pas de Berlin, de la Beaujoire. Non, là, c'est pas la Beaujoire, mais vous voyez ce que je veux dire. Et après, on essaie de contrer comme on peut. Voilà, avec des joueurs rapides, Ablin, Simon. Je crois que ça va jouer comme ça. On va avoir 80% encore comme d'habitude de possession. Peut-être parfois stérile. C'est vrai que des fois, c'est un peu embêtant. Mais derrière, les Nantais vont essayer de contrer comme ils peuvent. Et j'espère que cette fois, on sera vraiment sérieux derrière. Voilà, qu'on ne laissera pas d'espace, pas de trou. Et qu'il y a Balerdi qui fera le taf qu'il faut. Avec Kondogbia à ses côtés et Murier de l'autre côté. Ouais, donc je pense que ça va se passer comme je l'ai dit là. Derrière, il a répondu sur l'arbitrage. Il a dit... Nous, on a juste à faire notre match et à faire confiance à l'arbitrage de Madame Frappard. Voilà, on va pas détailler plus la chose parce que je vous ai déjà montré les réponses multiples de Camboiré sur les dernières vidéos. Pour ceux qui les avaient pas vues, regardez dans les dernières vidéos. Donc c'est un personnage comme toute la Ligue 1, quoi, tout à fait hypocrite. Voilà, toute la Ligue 1 était hypocrite dans la polémique Longoria, corruption ici et là. Donc toute la Ligue 1 est à mettre sur le pilori quand l'histoire de la corruption sera prouvée et mise en avant des Parisiens, je parle. Voilà, derrière toutes les personnes qui ont été à l'encontre de l'OM, il faudra qu'ils soient aussi mis dans le lot. Parce qu'au bout d'un moment, ils ont tous profité un petit peu de la chose. Il faudra que ça tombe. Voilà. C'est peut-être du complotisme que je dis là, mais je sais ce que je dis, je sais ce que je pense.
Allez, j'enchaîne. J'arrête de parler de ça. J'enchaîne avec les joueurs à surveiller, les amis. Ablin, comme je vous l'ai dit, Nantais du mois de février. Sur le site de Nantes, j'ai vu qu'il a été élu Nantais du mois de février. 2 buts, une passe D lors des 4 derniers matchs pour Mathias Ablin. 9 buts cette saison en 25 matchs, une passe D. C'est pas un joueur très collectif en passe, mais il marque, il est efficace. Donc attention à Mathias Ablin. Attention à Moses Simon, qui nous pose à chaque fois souci quand il joue contre l'OM, il me semble. 22 matchs cette saison, 6 buts, 7 passes D. Voilà, malgré sa grosse blessure, je crois l'année dernière, il y avait une grosse blessure. Il est revenu il n'y a pas si longtemps que ça, il me semble, de grosse blessure. Donc Moses Simon qui revient bien et il fait partie des meilleurs Nantais cette saison, offensivement parlant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Pour Mostafa Mohamed, c'est 22 matchs, mais c'est que 851 minutes. Donc il est souvent en remplaçant pour 4 buts et une passe D. Alors attention à lui, pourquoi je l'ai mis là-dedans? C'est parce que c'est un joueur aussi qui nous pose souci à chaque fois par sa puissance, son efficacité. On s'en souvient l'année dernière, je crois que c'est lui qui marque le but à la Beaujoire. Un superbe but où il se retourne, où il y a 2 ans peut-être, une espèce de demi-volée. Il se retourne, frappe en force, petit filet. Je crois que c'était l'année dernière, il me semble bien, n'hésitez pas à me dire. Donc Moses Simon, attention à sa puissance, à son efficacité. Moses Simon, Ablin, vitesse, technique, efficacité aussi pour Ablin, plus que Moses Simon, même si efficacité c'est quand même pas mal, 6 buts, 7 passes D. Donc attention à ces 3 joueurs offensifs du côté des Nantais. Attention aussi, comme je vous l'ai dit, à Douglas Costa, un joueur qui est en forme en ce moment au milieu de terrain nantais. Et après le reste, sur les coups de pied arrêtés, attention aux jeux aériens de Castelletto, de Palois, de ci, de là. Il y a des joueurs de qualité du côté de Nantes. Mais voilà quoi, c'est pas non plus... Il faut pas avoir peur de tous ces joueurs-là quoi. Voilà. 3 joueurs là à citer, c'est les joueurs offensifs bien sûr, je vous les cite. N'hésitez pas à m'en citer vous si vous avez peur d'un autre joueur, ou alors si vous craignez des gains, mettez « je crains des gains ». Voilà, du côté de Nantes. Voilà du côté des Nantais, et on enchaîne maintenant avec les stats de nos adversaires et de l'OM. Bien sûr, les statistiques olympiennes et nantaises avant l'opposition entre les deux formations. L'OM n'a perdu aucun de ses 9 derniers matchs contre Nantes en Ligue 1, 7 victoires, 2 nuls. Donc 0 défaite lors des 9 dernières rencontres entre l'OM et Nantes en Ligue 1. 21. L'OM a marqué au moins un but lors des 21 de ses 23 derniers matchs à domicile en Ligue 1 pour un total de 47 buts. 2 matchs sans marquer et 2 matchs contre les puputes. C'est vrai, en plus, c'est contre les puputes sur les 23 derniers matchs, mais c'est pas grave. 2. Nantes a remporté 2 de ses 4 derniers matchs en Ligue 1, 2 défaites. Donc c'est soit défaite, soit victoire pour les Nantais, il n'y a pas de match nul. Donc au moins on est réglé, il n'y aura pas de match nul. 138, l'OM est l'équipe qui a tenté le plus de tirs en Ligue 1 sur l'année 2025. Pas 2024-25, depuis janvier 2025. 138, tandis que les Nantais est celle qui en compte le moins 80. Donc il y a 58 tirs de différence entre l'OM et Nantes sur janvier-février. Voilà, les 2 premiers mois. Le milieu de l'OM, Pierre-Emile Højbjerg, est le seul à avoir effectué. Je l'avais déjà cité cette stat-là, mais je vous la recite pour vous montrer un petit peu l'importance de ce joueur-là. Plus de 300 passes cassant des lignes en Ligue 1 cette saison. 344 passes. 27 d'entre elles ont mené à un tir, plus haut total de l'élite également. Donc très important. Pas que à la récupération de ballon, comme il a dit De Zerbi en le citant défensivement, mais aussi dans la construction offensive. C'est un joueur qui peut apporter devant comme derrière. Il peut apporter dans le sens où quand Balerdi ou Murillo ou un autre défenseur monte d'un cran, c'est lui qui va un petit peu compenser derrière, que ce soit Højbjerg, parfois Benasser va le faire aussi, mais c'est surtout Højbjerg qui le faisait, comme Rongier le faisait quand il était titulaire. Donc Højbjerg défensivement très important, mais là par ses passes, il est aussi important à casser les lignes. Comme on l'a vu sur la magnifique passe en profondeur, je ne sais plus laquelle que je vous ai cité lors du dernier match contre Saint-Etienne. N'hésitez pas à regarder les dernières vidéos. Voilà les amis. Voilà les amis, je pense avoir tout abordé. Il me semble qu'il y a une dernière information. Merci Karim Attab de nous avoir cité ça. Donc le Stade Rémois contre l'OM de la 27e journée en Ligue 1. Le match comptant pour la 27e journée de Ligue 1 opposant le Stade Rémois à l'OM se disputera le 29 mars à 17 h. Il sera à suivre en direct et en intégralité sur Maritima Media et sur Seb Foot. Il n'a pas rajouté sur Seb Foot. Faut le rajouter là les amis. Et on sera ensemble d'ailleurs. On sera ensemble. Alors je vais enchaîner 3 nuits avant. Je vais être éclatax de chez Bananas. Mais c'est pas grave. Je serai là, je serai présent. Et le match me réveillera. Vous savez comment je suis. Au début je suis peut-être un peu mou. Mais après, bam, quand il y a le match qui commence, c'est une même personne. Je suis un monstre. Voilà. Et demain, je serai un monstre. Parce que demain, c'est très important. Un match très, très important. Il ne faut pas se louper. Je vous remontre le classement pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Je pense que vous l'avez vu si vous êtes arrivé jusque-là. Donc, je vous remontre le classement. Regardez bien, les Niçois reviennent au même nombre de points. Donc, attention, l'objectif, c'est la 2e, 3e place. Pas la 4e. Et là, regardez, le 4e et Monaco à 3 points. Ça peut aller très vite. Le prochain match contre Lens, bon Lens en ce moment c'est pas terrible comme je vous l'ai dit, regardez 4 défaites d'affilée et en plus ils ont vendu tous leurs meilleurs joueurs et ils vont avoir des suspendus contre nous, j'en ai parlé dans la dernière vidéo mais j'en reparlerai quand je ferai l'avant-match OM Lens.
Donc attention à se pas se louper. On se loupe contre Nantes, on se loupe contre Lens. On peut se retrouver 4e, voire pas 5e, mais 4e déjà. 4e, c'est pas la bonne place. 4e, c'est comme la médaille en chocolat pour moi. C'est la médaille en chocolat. Surtout, au niveau où on était toute cette saison, jusqu'à maintenant, on était toujours 2e. Franchement, ça la foutrait mal si en fin de saison, pour les polémiques d'arbitrage et s'enfermer là-dedans toujours et à ne pas penser aux sportifs, de louper cette place de 2e ou 3e. Là, je te ferai un débrief de malade. En fin de saison, je râlerai envers tout le monde. Parce que si on se concentre que sur ça, eh ben on va se louper. On va se louper, les amis. Il faut se relancer sur le sportif. Voilà, on se relance sur le sportif. On a fait notre polémique pendant une semaine. On reviendra dessus. Vous inquiétez pas, quand il y aura le temps de le faire. Là, pour l'instant, reconcentrons-nous, relançons-nous sur le sportif et reprenons la marche en avant. Voilà, les amis. J'espère que vous avez compris un petit peu mon petit coup de gueule gentil, on va dire. Il faut repenser aux sportifs. Voilà, il faut repenser aux sportifs. Et on se retrouve ce soir. Hein. N'hésitez pas à revenir. Voilà, ce soir, je vous mets dans la description et dans le lien épinglé, c'est-à-dire le premier commentaire des commentaires, je vous mettrai le lien. Hop, venez ce soir à partir de 19h45 pour vivre le match avec moi. N'hésitez pas à donner de la force sur le live de ce soir. Mettez des likes avant le match. Votre pronostic si vous voulez en chat. Et mon pronostic maintenant, je vous le donne, parce que je ne vous l'ai pas donné, je vous le donne toujours à la fin. Alors, pronostic objectif, je dirais un 2-1-3-1 pour l'OM. On encaisse toujours un but. Voilà, on encaisse toujours des buts, il y a toujours des erreurs défensives. C'est pas notre grosse force de cette saison. On marque beaucoup de buts, mais on encaisse beaucoup de buts. Donc 2-1-3-1, voilà, 2-1-3-1 pour l'objectivité. Et sinon, pour l'envie, j'ai envie d'écraser le Nantais. Voilà, écraser pour répondre à Kita et à Camboiré. Ce qu'ils ont dit sur Pablo Longoria, j'ai pas apprécié, surtout Kita, voilà, qu'il a considéré plus bas que terre. Il a dit, mais c'est qu'un président, qu'est-ce qu'il va dire lui? Il a pas le droit de parler, lui. Ça j'ai pas trop aimé. Ce côté hautain de Kita, il faut l'écraser. Lui, avec son truc, dès qu'il a grandi les pénis, qui se concentre sur ça plutôt que se concentrer sur le sportif. Ah, et en plus, lui, quand il a râlé auprès de l'arbitrage, maintenant il fait le faux cul, il fait l'hypocrite de merde, comme toute la Ligue 1, comme je vous l'ai dit. Donc, tapez les Nantais, juste pour ces deux personnes-là, et pour, finalement, taper du poing sur la table et montrer qu'on est toujours présent. Voilà, un petit, donc 2-1, 3-1, objectivement. Et là, pour le côté taper sur les autres, 5-6-0. Allez, pas de but encaissé. Voilà. 5-6-0, 6-0, voilà, comme au tennis. 6-0. Voilà, qu'on réponde présent. 6-0 avec un triplé de Greenwood qui répond un petit peu aux attentes qu'on a envers lui, qui revient un petit peu au classement des buteurs parce que là il a 4 buts derrière maintenant Dembélé. Voilà, il faut qu'il renclenche lui aussi parce que il nous faut aussi un joueur qui nous apporte un petit peu un surplus offensif et qui nous marque les buts qu'il faut quand il faut. Voilà. L'année dernière on avait Aubameyang, on a terminé 8e certes, mais cette année on a Greenwood et on est pour l'instant dans une mauvaise passe, il faut qu'il réponde présent. Tout le monde faut qu'il réponde présent. Il n'y a pas que lui bien sûr. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker. Je vous mets l'alerte là, voilà. Et le mot de passe d'aujourd'hui sera écrasons du piou-piou. Écrasons du piou-piou. Voilà. Les piou-piou, les piou-piou, les piou-piou. Allez, vive le foot chez Sabache Foot. Et surtout, à ce soir. Et surtout, allez l'OM! Allez, ciao, ciao, ciao.